Je me prénomme Guénaël et j'ai souffert des blessures de l'enfance pendant 20 ans et j'ai guéri en 6 mois. Et aujourd'hui, je vais vous aider à guérir des blessures émotionnelles, l'une des blessures les plus silencieuses, l'une des blessures assez destructives, à savoir la blessure du rejet. Et si tu es là, ce n'est pas un hasard. Donc, du coup, tu vas découvrir exactement comment la blessure du rejet s'est créée, comment est-ce qu'elle sabote tes relations, ta confiance, tes projets et surtout, comment est-ce que tu peux faire pour t'en libérer. Donc, ça veut dire comment est-ce que tu peux faire pour guérir les causes de cette blessure qui pourrit complètement ta vie. Je vais aussi te donner une méthodologie à suivre que j'utilise aussi en coaching, la même qui a aidé des dizaines et des dizaines de personnes pour que toi, tu puisses rapidement avancer. Du coup, la première question à se poser, c'est est-ce que tu vis avec la blessure du rejet? OK? Pour savoir si tu vis avec la blessure du rejet, tu dois principalement te focaliser sur quelques points, à savoir ceci. La plupart des personnes souffrent parce qu'elles ne savent pas où elles vont, elles ne savent pas ce qu'elles veulent et exactement, je vais te montrer le processus. La première question à laquelle tu dois répondre, c'est est-ce que tu as peur d'envoyer, par exemple, le premier message? Ça veut dire quoi en d'autres termes? OK? On va dire que te voici là. Te voici là. Au quotidien, tu es entouré par des personnes. Et vu que dans ton enfance, tu as été rejeté, rejeté, ça veut dire ton avis ne comptait pas, on s'en foutait à chaque fois de ce que tu pensais, de ce que tu pouvais ressentir, de ce que tu pouvais apporter comme argument. C'est ça le rejet. Uniquement recevoir des reproches et des reproches et des reproches en un point fini. Vu que c'est dans ça que tu as principalement grandi, du coup aujourd'hui, tu as principalement peur d'envoyer le premier message aux personnes qui t'entourent. Parce que tu te dis, si j'envoie le message à cette personne A, ou bien si j'envoie le message à cette personne B et qu'elle ne me réponde pas à la seconde ou bien aux secondes qui suivent, alors ça veut dire que moi, je ne mérite pas du tout de l'amour. Alors, vu que tu as peur de te sentir rejeté, tu préfères ne pas envoyer le message parce que tu te dis, oh, quand c'est moi, à peine je vois un message, je réponds. Mais quand c'est l'autre, elle peut voir mon message, mais elle fait vue et ignorer. Donc, si tu as peur d'envoyer le message, ça veut dire que tu es impacté par la blessure du rejet. La deuxième question à te poser, c'est est-ce que tu te retiens souvent de parler pour ne pas déranger? Qu'est-ce que ça veut exactement dire? Si tu as l'impression qu'à chaque fois que tu veux dire quelque chose, ok, tu veux dire quelque chose, mais tu restes dans ta bulle, tu ne dis rien, c'est principalement parce qu'encore une fois de plus, tu as peur d'être rejeté. Tu te dis, oh, si je dis ce que je pense et les personnes qui m'entourent ne valident pas ce que j'ai dit, je vais me sentir inutile. Pourquoi? Parce que dans ton enfance, on t'a généralement fait comprendre que ce que tu avais à dire ne comptait pas du tout. Parfois, lorsque tu exprimais ce que tu pensais, ce que tu ressentais, ce que tu vivais, on ne considérait pas du tout. Et vu que tu as été habitué à ce qu'on ne considère pas ce que tu as dit, ce qui est important pour toi, tu préfères te taire et ne plus jamais rien dire. Ou bien tu préfères être invisible. La troisième question à te poser, c'est est-ce que tu t'excuses trop souvent? S'excuser, c'est une bonne chose, surtout lorsqu'on a fait quelque chose de mal. Mais si toi, généralement, tu t'excuses, tu es entouré par des personnes, ok? Tu as prévu un rendez-vous avec cette personne-ci. Bizarrement, elle est arrivée en retard. Elle est arrivée en retard et c'est toi qui t'excuses du fait qu'elle soit arrivée en retard. Tu trouves des excuses en disant, oh, si tu es arrivé en retard, c'est de ma faute. C'est parce que j'aurais dû te rappeler, tu sais. En fait, tu trouves des excuses à son comportement néfaste. Parce que dans ton enfance, tu as été habitué à chaque fois à avoir tort. Tu n'avais jamais raison. Un autre exemple, tu prêtes ton argent à cette personne, si tu prêtes par exemple 100 € ou bien 100 $,
L'échéance arrive, il faut qu'elle te remette ton argent. Elle ne le fait pas. Les dates passent, les jours passent, elle ne te fait pas signe. Mais c'est toi qui vas venir t'excuser auprès de cette personne en disant, oh, je m'excuse de t'avoir brusqué en te demandant mon argent. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu t'excuses? Parce que tu as peur d'être rejeté. Quatrième question. Est-ce que tu te sens de trop même quand tu ne le dis pas? Pardon. Est-ce que tu te sens de trop même quand personne ne te le dit? Si tu réponds encore une fois de plus oui à cette question, ça veut dire que dans ton enfance, tu as été rejeté. Ça veut exactement dire quoi? Se sentir de trop même quand personne ne te le dit. Ça veut principalement dire que tu te retrouves souvent dans des groupes ou bien dans un groupe de personnes et à chaque fois que tu te retrouves dans un groupe, te voici au centre et il y a ces différentes personnes-ci qui t'entourent, ok? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, vu que, enfant, tu étais une charge pour tes parents, ça veut dire qu'on t'a donné l'impression que tu n'avais pas le droit d'exister. Alors, lorsque tu te retrouves dans un groupe de personnes, qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans ta bulle parce que tu te dis, oh, si j'ose dire ça, si j'ose faire ça, si j'ose faire ce compliment, si j'ose poser cet acte, alors les autres vont s'éloigner de moi. Le simple fait d'être considéré comme une charge, c'est une preuve que dans ton enfance, tu as été assez rejeté. Donc, si encore une fois de plus, tu as répondu oui à cette question, ça veut dire que tu as été rejeté. Est-ce que tu te fais généralement discret ou bien tu deviens invisible pour éviter le rejet? Si tu as répondu encore une fois de plus oui, ça veut dire que tu as rejeté. Et dernière question, est-ce que tu interprètes la moindre distance comme un signe que tu n'es pas assez, en mode tu n'es pas à la hauteur, ou bien oh non, je ne mérite pas ci, je ne mérite pas ça. Si tu l'interprètes souvent comme ça veut automatiquement dire que dans ton enfance, tu t'es beaucoup senti rejeté. Une fois que le concept est défini, vu que tu t'es reconnu si tu t'es reconnu dans trois de ces points ou bien plus, en réalité, ce n'est pas de la timidité. Ce n'est pas non plus que tu es introverti et ça n'a rien à voir avec le fait que tu dises que je suis sensible au conflit, j'aime éviter les problèmes, je n'aime pas des tracasseries. Ça n'a rien à voir. C'est tout simplement la blessure du rejet. Une blessure qui ne touche pas ton comportement. C'est une blessure qui touche en réalité ton identité. Et tu ne te demandes pas forcément, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il m'aime? Tu te demandes généralement, est-ce que je mérite d'être aimé? Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, pour passer à un autre point important. Pour moi, ça c'est le point le plus important de tous. D'où vient la blessure du rejet? C'est quoi les causes? Vous devez d'abord comprendre, première des choses, on n'est né pas avec la blessure du rejet. Non. Ce n'est pas que lorsque tu es né, on avait déjà gravé rejet sur ton front. Non, elle s'écrit. OK? Lorsque tu nais, tu es limite une page vierge, comme celle-ci, une page vraiment blanche. Et ce sont tes parents qui doivent inscrire les premières écritures. C'est elles qui décident en fait la trajectoire que ta vie va prendre, les choses que tu vas expérimenter au quotidien. Ça, et lorsque le parent marque de mauvaises écritures là-dessus, forcément, tu grandis avec beaucoup de lacunes. Ça veut par exemple dire que tu as probablement eu un parent qui était émotionnellement absent. Qu'est-ce que ça veut dire un parent émotionnellement absent? Un parent émotionnellement absent, on va dire que ça c'était ton père, ok? Mais on va dire que là c'est ta mère et on va dire que ça c'est toi. Un parent émotionnellement absent, c'est un parent qui de façon générale, lorsque toi enfant, tu as des problèmes émotionnels, le parent est absent. C'est lorsque toi, parfois, tu as des problèmes, tu as envie d'en parler, le parent est indisponible. C'est lorsque ton parent rentre du travail, tu veux raconter à ton parent ce qui s'est passé dans ta journée. Ton parent te dit, ah mais tu déranges trop, je n'ai pas le temps pour toutes tes conneries. Et lorsque le parent le fait forcément,
c'est ça qu'on appelle un parent émotionnellement absent. Et vu que tu as été habitué à vivre dans ce concept-ci, où tu devais résoudre tes problèmes tout seul, alors par conséquent, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour éviter d'être rejeté? Tu décides de t'enfermer dans ta propre bulle parce que tu en as marre de revivre ces différentes situations douloureuses où le parent n'est pas en réalité là et ça te détruit massivement. Ça, c'est l'une des premières causes. Un parent émotionnellement absent. La deuxième cause, c'est principalement si tu as grandi dans un environnement où on te faisait massivement ou bien on te faisait énormément de reproches. Ça veut dire ceci. Tu lavais bien les assiettes, tu lavais bien le sol, tu t'occupais de tes petits frères et sœurs ou bien tu avais des bonnes notes à l'école. Peu importe les bonnes choses que tu aurais pu faire, on ne te valorisait pas. En fait, tes parents, si tu veux, attendaient principalement lorsque tu n'as pas fait quelque chose de bien, lorsque tu n'as pas su t'exprimer, lorsque tu n'as pas su être à ta place et te ramener à l'ordre. En d'autres termes, ça veut dire ceci, on oubliait de te faire des compliments, mais on se rappelait, tes parents en l'occurrence, se rappelaient toujours de te faire des critiques, des reproches. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, lorsque tu as par exemple des amis, ou bien des connaissances, des personnes qui t'entourent et te disent, ah mais tu sais, hein, oh ton pull te va bien. Il y a une connaissance qui te dit, ton pull te va bien. En réalité, elle t'a fait un compliment. Mais vu que tu as été habitué à ce que même lorsque tu fasses tes choses bien, on te fasse uniquement des reproches, tu n'y crois pas. Et puis, à la place d'entendre que, oh, ton pull te va bien, toi tu entends, mon pull me va tellement mal et elle le dit uniquement pour me flatter. Et vu que tu n'as pas reçu trop de compliments dans ton enfance, voire presque pas, soit tu détestes complètement de faire des compliments aux autres, ou bien tu détestes lorsqu'on te fait des compliments. Ou bien, dans un autre cas de figure, tu détestes uniquement lorsque les gens parlent de toi. Parce que enfant, à chaque fois qu'on parlait de toi, c'était uniquement pour des choses négatives. Donc, en d'autres termes, on a associé ton image à de la négativité, chose qui ne t'arrange absolument pas. Et je suis bien d'accord avec toi. Ça, c'est le prochain signe, la prochaine cause de la blessure du rejet. Il y a un autre élément qui est assez important. Si tu as grandi dans un environnement où on te comparait massivement, oh, bonne nouvelle. C'est la raison pour laquelle tu souffres du rejet. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Te voici là, ok? Voici, on va dire, voici ton père, voici ta mère, voici ton frère ou bien ta sœur. Qu'est-ce qui se passait lorsque tu étais enfant? Te voici, ok? Ça, c'est toi. On va dire ça, c'est ta mère, ça, c'est ton père, ça, c'est ta sœur ou bien c'est ton frère. Généralement, que ce soit ta mère ou ton père, ils te comparaient toujours à ton frère ou bien à ta sœur. Tu ne peux pas faire comme tel. Imite même l'enfant du voisin. Apprends à copier chez les autres. Du coup, toi, tu as grandi en te disant que, oh, tout ce que moi je fais est nul. Parce que à chaque fois, mes parents me poussent toujours à agir comme les autres, à copier les autres, à faire exactement ce que les autres font. Par conséquent, tu grandis en te disant, oh, si je fais exactement ce que les autres font, alors je serai aimé. C'est un signe qui prouve massivement que tu as été impacté par le rejet dans ton enfance. Il y a un autre élément assez capital. Pourquoi est-ce que tu as été rejeté? Parce qu'on t'a donné le sentiment de ne pas être voulu. J'ai accompagné des personnes à qui on a dit, j'aurais dû t'avoter. J'ai accompagné des personnes à qui on a dit, tu ne vas jamais réussir. J'ai accompagné des personnes à qui on a dit, depuis que tu es né, tu es la source de tous mes problèmes. Lorsque tu reçois des paroles comme ça, automatiquement, tu vas te sentir rejeté en grandissant. Et d'ici peu, je vais vous donner exactement les solutions. Comment faire pour guérir de tout ça?
Et pour toutes ces personnes-là qui ont eu des parents qui étaient assez stressés, assez occupés, assez préoccupés, qui avaient peu de temps, qui étaient financièrement présents, mais émotionnellement absents, j'ai la bonne nouvelle. Vous êtes impacté par la blessure du rejet. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, lorsque les personnes qui vous entourent ne vous accordent pas de leur temps, leur énergie, vous vous sentez mal. Parce que depuis votre tendre enfance, ça c'est vous lorsque vous étiez enfant, ça c'est soit ton père, ici ça c'est soit ta mère, ok? Ils étaient financièrement présents, si tu veux, mais ils étaient émotionnellement absents. Par conséquent, toi tu as appris que le matériel, c'est de l'amour. Et en d'autres termes, tu as aussi appris que l'amour n'existe pas parce que c'est quelque chose que tu n'as jamais vécu. On t'a peut-être comblé que de matériel ou bien même la seule chose qu'on t'a donnée ou bien que tu as reçue, c'était le vide. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui tu es beaucoup perdu, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas où aller. C'est normal. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui tu tournes en rond, tu fais tellement d'efforts et tu es complètement perdu, ça t'agace à chaque fois. C'est exactement la raison pour laquelle. Par conséquent, quels sont les comportements que toi, en tant que personne massivement impactée par le rejet as? Quels sont les comportements que tu as? Il y a principalement 4 comportements typiques en ce qui concerne le fait d'être rejeté ou bien la blessure du rejet. Le premier comportement qui touche la plupart des gens, c'est le simple fait de s'effacer pour ne pas déranger. Qu'est-ce que ça veut concrètement dire? Les personnes généralement qui s'effacent pour ne pas déranger, généralement, qu'est-ce qu'elles font? Lorsqu'elles sont entourées par les autres, les voici, te voici au milieu. Lorsque tu es entouré par des personnes, lorsque tu es dans un cercle social, tu vas généralement te rendre compte que tu ressens le vide. En mode, tu es entouré par des gens, mais tu te sens seul. Cette solitude-ci, ça vient du fait que tu ne veux pas déranger les personnes qui t'entourent. Cette solitude-ci, ça vient du fait que tu ne veux même pas qu'on te voie. Tu ne veux même pas qu'on constate que tu es là. En fait, tu fais tout, si tu veux, pour être invisible. Parce qu'on t'a habitué à ce que tu sois invisible. On t'a habitué depuis tout petit à ce que tu ne dises rien. Tu accumules tout et tu ne te plaignes pas. On t'a habitué depuis tout petit à ce que tu minimises tes propres besoins, que tu mettes de côté ce qui est important pour toi uniquement pour servir les autres. Et c'est exactement ça qui t'a principalement poussé à ce que j'appelle généralement la gentillesse excessive. Parce que lorsque tu ressens ce vide, lorsque tu ne veux pas qu'on te voie, lorsque tu te rends invisible, tu es mieux placé pour savoir que c'est tellement difficile de vivre avec ce même schéma pendant des années et des années et des années parce que ça bouffe énormément d'énergie. Par conséquent, pour te sentir minimum aimé, tu développes de la gentillesse excessive en donnant tout aux personnes qui t'entourent. Tu préfères le faire minimum pour avoir l'impression que tu es une bonne personne et en plus de ça, parce que tu veux donner ce que toi, tu n'as pas reçu, en espérant que les autres puissent minimum constater que tu es extraordinaire. En fin de compte, tu te réduis, tu te rends inférieur, tu te sous-estimes, tu te minimises énormément pour ne pas être de trop. Parce qu'on t'a appris enfant que être de trop, c'est une mauvaise chose. La preuve. Est-ce que tu te rappelles parfois lorsque enfant tu pleurais, lorsque tu criais, lorsque tu étais mal? Qu'est-ce qu'on te disait? Est-ce que tu veux que je te donne une raison de pleurer? Première des choses. Lorsque le parent te le dit, l'enfant assimile ça autrement. L'enfant se dit, oh,
Mon parent m'a dit, est-ce que tu veux que je te donne une raison de pleurer? En mode, je me sens déjà mal. J'ai une raison de pleurer. Je pleure parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a affecté. C'est pour ça que je pleure. Mais lorsque ton parent te sort une phrase comme ça, c'est comme si, en fait, tu n'avais pas le droit de pleurer. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, tu fais tout pour te rendre invisible. Parce que, enfant, lorsque tu pleurais, lorsque tu allais mal, tes émotions n'étaient pas validées. On s'en foutait de ça. C'est la raison pour laquelle tu fais tout pour te rendre invisible, pour qu'on ne sache même pas, qu'on ne constate même pas que tu vives, que tu existes, que tu as des problèmes. C'est exactement pour ça. Il n'y a pas de raison. Le deuxième comportement que tu auras tendance à avoir, c'est principalement l'hypersensibilité. Déjà, je tiens à préciser que l'hypersensibilité n'est pas une maladie. OK? Il faut juste savoir gérer ses émotions. Mais dans ce cas de figure, on parle de l'hypersensibilité à la distance. En d'autres termes, tu deviens hypersensible à la distance. Qu'est-ce que ça veut concrètement dire? Lorsqu'une personne te répond tardivement, tu paniques. Lorsque quelqu'un change le ton de sa voix, tu te remets en question. Lorsque quelqu'un ne te valide pas, tu décides toi-même que tu ne vaux rien. En d'autres termes, tu vis dans un état constant de vigilance. Je prends des exemples assez concrets. Qu'est-ce que ça veut concrètement dire? Te voici, ok? Du coup, lorsque tu écris à Aminata, tu écris à Paul, tu écris à Jean, Aminata prend 2 minutes pour te répondre. Paul prend 5 minutes pour te répondre. Jean prend 1 heure pour te répondre. Lorsque cela se produit, automatiquement, toi, tu te sens rejeté. Tu te dis, oh, s'ils l'ont fait, ça veut dire que je ne vaux rien. Pourquoi est-ce que tu penses comme ça? Parce que lorsque c'est toi qui écris aux autres, tu fais tout et tout pour répondre à la seconde qui va suivre. Et tu attends la même chose des autres. Tu te dis, c'est normal de le faire. C'est normal de laisser tout ce qui est important pour moi pour répondre aux autres. Parce que j'aimerais qu'on fasse pareil pour moi. Et lorsque les autres ne font pas pareil pour toi, tu te dis, oh, c'est injuste. Et tu commences à croire que ce sont les autres qui sont méchants. Tu le crois vraiment intérieurement. Tu commences à croire que les autres te trahissent à tous les coups. En réalité, ce ne sont pas les autres qui sont méchants ou bien ce ne sont pas les autres qui te trahissent. C'est toi qui te trahis et c'est toi qui es méchante. Parce que ce n'est pas parce que tu donnes qu'on doit te donner. Et ce n'est pas parce que tu as que tu dois donner. Et en plus, on ne t'a pas forcé à répondre dans les 2 secondes qui suivent. C'était un choix. Et ce n'est pas parce que que tu te comportes comme ça, que les autres sont obligés de faire pareil avec toi. Pour aller encore beaucoup plus loin, lorsque des personnes autour de toi vont changer le ton de leur voix, qu'est-ce qui va se passer? Toi, automatiquement, tu vas te sentir mal. Parce que tu auras l'impression que la personne en face veut te dominer, qu'elle veut te rabaisser, qu'elle veut te minimiser, alors que ça n'a rien à y voir. Pourquoi tu le penses? Parce que enfant, lorsque tes parents changeaient le ton, c'était juste pour t'annoncer qu'il y a quelque chose d'assez catastrophique qui va t'arriver. C'était pour t'annoncer que probablement tu vas pleurer pour des choses que tu as faites ou pas. Et vu que, en plus de ça, tu as été habitué à ce que dans ton enfance, on ne te valide pas, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ta vie au quotidien? Aujourd'hui, il y a un truc d'assez concis et précis qui se passe. Vu que tu n'as presque pas reçu de validation, ok, je vais mettre pas de validation, ça c'est toi. Lorsque aujourd'hui, tu passes par exemple un examen,
ok? Et que, disons, ton ami ne te dise pas, ah, mais félicitations, tu es une bonne personne, tu as pu la voir. Lorsque ton ami ne te valide pas à 10 000%, automatiquement, tu enregistres dans ta tête que, oh, cette amie-ci n'est pas une bonne personne. Que, oh, elle m'envie trop, oh, elle me jalouse trop, oh, elle ne veut pas de mon bien. En réalité, si tu veux, ce n'est pas à cet ami-ci que tu dois en vouloir, c'est à tes parents que tu dois en vouloir. Et c'est bizarrement beaucoup mieux ou bien facile d'en vouloir un inconnu que d'en vouloir à ses propres parents. Sous prétexte que, ah non, elle n'a pas validé le fait que j'ai eu mon examen, elle ne m'a pas acclamé, il n'y a pas eu de reconnaissance. Deuxième cas de figure, ok? Tu achètes, pour ceux qui ont des enfants, tu achètes par exemple des jouets à tes enfants. Disons, tu as 4 enfants, peu importe le nombre d'enfants que tu as. Lorsque ces enfants-ci ne sont pas reconnaissants en un point fini, toi, tu considères que tes enfants n'en valent pas de la peine. En d'autres termes, tu considères que tes enfants, je n'arrive pas à trouver le mot, mais tu vas considérer que tes enfants sont impolis. Voilà. Du fait qu'ils n'ont pas pu te remercier comme tu voulais qu'ils te remercient. En d'autres termes, du fait qu'ils ne t'ont pas validé comme tu attendais, tu vas automatiquement considérer qu'ils sont impolis. Tu les achètes un jour, ils ont dit merci maman, merci papa. Pour toi, ça ne suffit pas. Pour toi, c'est trop banal. Et pour te dire, c'est exactement la raison pour laquelle toi, principalement aujourd'hui, tu préfères laisser inconsciemment tes enfants de côté pour aller donner aux enfants de ta tante, de ta soeur, à tes neveux, à tes cousines, à tes nièces. C'est exactement pour cette raison. Parce que lorsque tu ne vas pas donner à tes enfants, ou bien tu vas leur donner très peu, et venir donner à tes cousins, tes cousines, tes nièces, tes neveux, tes oncles, tes tantes, et ainsi de suite, vu que tu n'es pas leurs parents, comment est-ce qu'ils vont réagir? Quand tu vas leur donner un jouet, ils vont dire, ah merci tata, tu es la plus géniale, tu es formidable, oh là là, je suis content. La façon avec laquelle cet enfant va manifester sa joie, toi, ça va tellement te réjouir et c'est principalement cette validation que tu recherches à chaque fois auprès de tes enfants que tu n'as pas, ça t'agace, ça t'énerve ou bien auprès des personnes que tu affectionnes le plus, vu que tu n'en as pas ça auprès des personnes qui t'entourent, tu préfères négliger les personnes qui sont importantes pour toi pour aller donner, on va dire en d'autres termes, à des inconnus ou bien aux enfants des autres. Si toi, tu ne te reconnais pas dans ce schéma-ci, forcément, tes parents avaient le même schéma. Forcément. Forcément, ils t'en donnaient moins. Mais avec les enfants des autres, ils étaient les plus gentils. Et c'est exactement ça qui te pousse à vivre dans un état constant de vigilance. La vigilance veut dire quoi? Tu es sur le qui-vive. En d'autres termes, tu es tout le temps stressé. En d'autres termes, tu as l'impression qu'il y a un danger qui arrive et tu fais tout pour que ce danger-là ne puisse pas croiser ton chemin. Parce que tu as été habitué à ne pas être validé. Tu as été habitué à souffrir. Et vu que tu en as marre de souffrir, parce que lorsque tu souffrais, pas de validation, tu étais tout le temps stressé. Tu en as marre de stresser, tu en as marre de te sentir anxieuse. Par conséquent, qu'est-ce que tu fais? Ton esprit est toujours en train de se balader, en train de réfléchir. Raison pour laquelle aujourd'hui, même une toute petite situation t'affecte massivement et toi-même, ça t'étonne. T'inquiète pas, ça ne doit pas t'étonner, hein. C'est normal. Au vu de tout ce que tu as traversé, c'est normal. C'est vraiment OK. C'est vraiment OK. Le troisième comportement, tu donnes massivement pour être accepté. En fait, si tu veux, tu deviens la personne qui aide tout le monde, qui comprend tout le monde, qui excuse tout le monde, qui pardonne trop vite.
Pas parce que tu veux réellement, pas par bonté, mais parce que tu as peur d'être rejeté. Et le piège dans tout ça, c'est que comme tu donnes, tu aimerais aussi recevoir. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que comme j'ai dit tout à l'heure, les gens ne t'ont pas forcé à donner. Tu deviens en plus de ça cette personne qui excuse tous les comportements toxiques des personnes qui t'entourent. Tu te dis, ah mais non, si je lui ai prêté mon argent, elle n'a pas pu me remettre, ça veut dire que le problème c'est moi. J'ai accompagné une dame aujourd'hui, elle m'a littéralement dit ceci. Avant, ce que je faisais, je donnais à tout le monde parce que j'avais peur d'être rejetée. Je voulais comprendre tout le monde. Et puis je lui ai dit, tu sais pourquoi tu voulais comprendre tout le monde? Elle me dit, non, je ne sais pas pourquoi. Bonne nouvelle. Parce que dans ton enfance, personne ne t'a comprise. Et puis elle a dit, bingo, tu as trouvé. J'ai dit, ah, donc tu pensais que tu allais me le cacher. Je savais déjà, t'inquiète pas. Et elle a ajouté ceci, elle a continué en disant ceci. Tu sais, moi j'aime aussi bien sourire, c'est pour avoir une bonne mine. J'ai dit non, c'est faux. Ce n'est pas pour avoir bonne mine que tu aimes sourire. C'est pour cacher tes problèmes. C'est un mécanisme de défense que tu as développé pour faire croire aux gens que tu vas bien, que tu te portes bien, que tu es OK, alors qu'au fond, tu vas mal. Et puis elle me dit, oh, je pensais que je pouvais vraiment te cacher des choses. Maintenant, tu ne peux pas me cacher des choses, t'inquiète pas. Mais avant de continuer, je tiens à préciser quelque chose. Si tu fais partie de ces personnes qui donnent excessivement aux autres et qui reçoivent que des miettes en retour, c'est normal. Parce que si tu veux, la gentillesse excessive égale à toxicité. Deuxième point, personne ne t'a obligé à donner. Troisième point, lorsque tu donnes, tu dois être heureux d'avoir donné. Mais bizarrement, ce que tu fais, c'est lorsque tu donnes, tu pleures, tu es triste, tu es anxieux. En fait, tu coches presque toutes les cases. Troisième point, ce n'est pas parce que tu donnes, ok, que les personnes qui t'entourent doivent te donner en retour. C'est faux. Quatrième point, tu peux donner à une personne 365 jours sur 365 et tu demandes juste un service à cette personne, elle te dit non. Ce n'est pas qu'elle est méchante, elle a le droit de te dire non. Ce n'est pas qu'elle est égoïste, elle a le droit de te dire non. Parce que c'est toi qui as décidé d'aider la personne 365 jours sur 365. Mais comme tu l'as fait tous les jours de l'année, et après tu as passé ton temps à pleurer, être anxieux, ça t'énerve énormément que ce que tu as, ça t'énerve énormément que les gens te disent non, je ne peux pas t'aider. Tu sais pourquoi on te dit non? Parce que ce que tu donnes, c'est exactement ça que tu reçois. Maintenant, forcément, vous allez me demander, mais comment ça, ce que je donne, c'est exactement ça que je reçois? Doucement. Ce que tu donnes, c'est exactement ce que tu reçois. Pourquoi est-ce que je le dis? Ouvre bien tes yeux, s'il te plaît, c'est capital. Hein? Dans ton enfance, tu as été rejeté. OK? Ça veut dire que tu as généralement ressenti le vide. On est d'accord? Le vide est comparable à zéro. OK? Bizarrement, les personnes qui ressentent généralement le vide, elles disent souvent ceci, ah, moi je donne de l'amour aux autres. Comment un vide qui est comparable à zéro donne de l'amour? Ce n'est pas possible. Lorsque toi tu es vide, ce que tu donnes aux autres, ce sont tes frustrations. Donc, en d'autres termes, tu donnes 100% de tes frustrations et je suppose que tu l'as déjà deviné.
et 0% d'amour parce que tu es vide. Et tu sais pourquoi? Pourquoi 0% d'amour? Parce que lorsque toi tu donnes, après tu pleures toutes les larmes de ton corps. En fait, tu te vides. Et ce qu'il reste, c'est uniquement de la frustration. OK? Mais j'ai une question pour toi. On va dire que voici une personne. Voici une personne ici. On va mettre ça où? On va dessiner ça là. On va dire que voici une personne. OK? J'ai même plus de place. Je vais effacer ça hein, pour qu'on puisse mieux s'entendre. On va dire, voici une personne. OK? Sachant que être excessivement gentil, c'est être toxique. Être toxique, c'est avoir des comportements qui vont nuire à ta propre santé mentale. C'est capital de le comprendre. Du coup, tu as des comportements qui te nuisent à toi-même. Toi, te voici. OK? Toi, tu ressens le vide. Le vide qui est comparable à 0% d'amour. OK? Et tu dis généralement, ah mais je donne aux autres parce que je suis une bonne personne. T'inquiète pas, on va en arriver pour te faire comprendre que tu ne donnes rien du tout. Rien de beau. Le vide qui est comparable à 0% d'amour et 100% de frustration. Tu dis que tu donnes. D'après toi, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes aux autres? Tu donnes 0% d'amour et 100% de frustration. Et c'est exactement ce que tu donnes que toi, tu reçois. Parce que tu es excessivement gentil, gentillesse excessive, par conséquent toxique. Du coup, on va dire qu'il y a une personne ici et ici, il y a une autre personne. On va supposer que cette première personne-ci, elle, tu vois, on va supposer que cette première personne-ci, elle est toxique. En fait, elle a des comportements qui vont nuire à sa propre santé mentale. Du coup, j'ai une question pour toi. Si on te demande de rester avec cette personne toxique-ci, est-ce que tu vas accepter? Non, pour qu'on puisse s'entendre. Ça veut dire, cette personne-ci, lorsque tu la vois, elle a une mine généralement triste. En fait, pour te le prouver, ça veut dire quoi? Parfois, tu marches dans la rue, tu vois des personnes qui ont les traits bizarres, tu vois des personnes quand tu les vois juste, tu sais automatiquement que, oh, cette personne, si elle déprime, elle a un problème. Alors que la personne ne t'a rien dit, tu as deviné parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Donc, juste pour te dire, ne pense pas que toi, tu caches trop tes problèmes. Non, tu ne caches rien du tout. Les gens le voient et ils le constatent. De la même façon que toi, tu constates aussi pour les autres. Même tes propres enfants, t'inquiète pas. Forcément, l'un de tes enfants t'a déjà forcément demandé un jour, maman, papa, pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es toujours dans ta chambre? Pourquoi tu portes toujours tel habit? Les enfants ne sont pas idiots, hein? Ce sont les bons manipulateurs. Donc, si on te demande d'être toujours au quotidien avec une personne qui est triste, une personne généralement qui est de mauvaise humeur, une personne qui, lorsqu'elle est avec les gens, elle se sent excessivement mal, une personne qui parle mal, en fait, sa façon de parler, c'est catastrophique, une personne qui donne mais qui pleure en un point fini. Si on te demande d'être sa meilleure amie, est-ce que tu vas accepter? Et en contrepartie, on te dit, voici une autre personne. Cette personne-ci, waouh, elle rayonne le bonheur. En fait, elle n'a même pas besoin de parler pour que tu voies qu'elle est heureuse. Non, elle rayonne le vrai et le pur bonheur. Elle est généralement de bonne humeur. Elle est généralement en train de sourire. Je ne parle pas du faux sourire pour montrer aux gens que tout va bien alors que tout va mal. Non, elle, c'est le vrai sourire. Si on te demande de rester avec elle, entre ces deux personnes, si tu vas choisir qui? Moi, je choisis celle-ci.
Parce que je sais minimum qu'avec celle-ci, je ne vais pas passer le temps à me rappeler des situations désagréables, tristes, à un point fini. Tu vois? Du coup, la question que moi j'ai pour toi, pourquoi tu ne veux pas rester avec cette personne-ci alors que toi-même tu es toxique? Ça veut dire, en d'autres termes, toi-même tu n'apprécies pas ta propre compagnie. Pourquoi est-ce que les autres devraient t'apprécier toi si toi-même tu n'aimes pas ta propre compagnie? Parce que tu sais que tu es toxique. Tu sais toi-même que tu as des comportements qui nuisent à ta propre santé mentale. Alors, je pense que tu es mieux placé pour comprendre lorsque les gens ne veulent pas de toi. Et n'oublie pas, ce que tu donnes, c'est exactement ça que tu reçois en retour. Certaines personnes vont me demander, mais comment est-ce que je fais pour connaître exactement euh, si j'ai 0% d'amour et 100% de frustration? La réponse, elle est très simple, hein. Tu ressens le vide, oui, 0% d'amour. C'est assez simple, non? À partir du moment où tu ressens le vide, c'est 0% d'amour. Il y a, le vide, c'est zéro, on est d'accord. Où sont mes bols? Pouah, mes bols ne sont pas avec moi. Je ferai l'illustration à une prochaine séance, ok? Juste pour qu'on puisse se comprendre. En plus de ça, si tu passes le temps à excuser les comportements des autres, tu passes le temps à comprendre tout, les absurdités, les inepties, les manques de respect, les injures, la maltraitance émotionnelle, la maltraitance physique, peu importe ce qu'on te fait, tu accumules, tu acceptes. Pourquoi? Parce que toi, tu te dis, oh là là, si je, si c'est que j'entre en conflit avec les gens, c'est moi qui perds. Du coup, tu fais tout pour éviter les conflits en te disant que, oh, en évitant les conflits, forcément, les gens vont m'aimer. Bullshit, c'est de la pure merde. Ce n'est pas parce que tu évites les conflits que les gens vont t'aimer. Donc, tu veux me dire qu'au quotidien, il y a des personnes qui te traumatisent, ok? Ces personnes-là, hormis du fait qu'elles te traumatisent, elles t'insultent. Elles te traitent comme une grosse merde. Et toi, tu dis, ah oui, t'inquiète pas, je te comprends. Ah oui, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Ah oui, ok, lorsque tu le fais, te voici en face qui accepte tous ces comportements-ci. Ça veut dire encore une fois de plus que tu es toxique parce que tu as des comportements qui nuisent à ta propre santé, à ta propre santé mentale. Tu fais semblant d'accepter tous ces mal, tous ces mauvais traitements, alors que lorsque tu repars dans ton coin, tu es juste là en train de pleurer. Tu pleures. Qui perd? C'est toi. Qui détruit sa santé mentale? C'est toi. Qui va mal? C'est toi. Qui agonise? C'est encore toi. Donc, c'est un comportement qui prouve que dans ton enfance, tu as été rejeté, raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle tu évites les conflits et tu fais tout pour aider tout le monde, pour comprendre tout le monde, pour excuser tout le monde et pour pardonner trop vite. Et lorsque tu pardonnes trop vite aux inepties, aux absurdités, tu t'étonnes que lorsque c'est toi, on t'en veut à mort. Regarde, ce n'est pas parce que tu fais quelque chose pour l'autre que l'autre est censé faire la même chose pour toi. Le quatrième comportement qui prouve que tu as été rejeté, c'est que tu choisis généralement des personnes qui sont émotionnellement indisponibles. Parce que tu crois inconsciemment que tu dois mériter l'amour. Alors, tu poursuis des gens qui ne te donnent rien et tu acceptes les miettes. Ça veut concrètement dire quoi? Poursuivre des gens qui ne te donnent rien du tout. Te voici. Ça, c'est ton père. Ça, c'est ta mère. Ok. Du coup, on va aller pas à pas. Ton père, peut-être lui, il a toujours été absent. Ou bien peut-être ta mère, en fonction de ton cas de figure. Ça veut dire que depuis que tu es petite, tu as toujours voulu soit recevoir l'affection de ton père ou bien soit recevoir l'affection de ta mère. Avoir un parent absent ne veut pas forcément dire avoir un parent avec lequel on n'a pas grandi. Ça peut aussi vouloir dire avoir grandi avec un parent ou bien avec tes deux parents dans une même maison, mais de ne jamais avoir eu l'impression qu'ils te soutenaient ou bien
pardon, une grosse partie de ta vie d'avoir eu l'impression de ne pas pouvoir compter sur eux. C'est exactement de ça qu'on parle lorsqu'on dit une personne émotionnellement indisponible. Par conséquent, soit ton père était émotionnellement indisponible, soit c'est ta mère. Donc, du coup, tu as passé le temps à rechercher l'amour. Maintenant, comment est-ce que tu as passé le temps à rechercher l'amour vu que l'un d'eux était émotionnellement absent, voire même les deux? OK? Déjà, avant de continuer, être émotionnellement absent veut dire ton parent t'envoie à l'école, il paye tes fournitures scolaires, je sais pas, il t'achète peut-être des chaussures, un ordinateur, mais lorsque tu as un problème, il n'est pas là. Lorsque tu as un problème émotionnel, une blessure émotionnelle, tu ne sais pas quoi faire, tu es dans les doutes, tu ne sais pas quelle décision prendre, ce parent n'est plus présent, c'est mort, tu te retrouves abandonné à toi-même avec toute cette charge qui t'empêche de dormir. Si tu te retrouves dans ce cas de figure, ça veut dire que tu n'as pas eu de soutien émotionnel, par conséquent, un parent émotionnellement absent. OK? Donc, pour avoir l'affection de ta mère ou de ton père, forcément, il y avait des choses que tu devais faire pour ne plus te sentir seul. En tant que, quand tu étais enfant, soit tu commençais à nettoyer les chaussures de ton papa, avant qu'il ne rentre, ou bien lorsqu'il rentre, tu te rassurais toujours que tu nettoies ses chaussures. Peut-être pour ta maman, tu t'arrangeais toujours à bien découper les oignons, ou bien à bien laver le sol, ou bien à bien prendre soin de tes frères et sœurs. Peut-être pour ton père, tu t'arrangeais toujours à bien repasser ses habits. En fait, juste pour te dire que tu faisais automatiquement des choses qui devaient inconsciemment ou consciemment obliger tes parents à t'aimer. Certaines personnes allaient parfois jusqu'à avoir uniquement de bonnes notes. Bref, j'avais même oublié de mentionner ça parce que la plupart des parents, eux, le plus important pour eux, c'est en mode, tu fais tout ce que tu veux, mais en tout cas, ramène-moi juste de bonnes notes à la maison. Certains, toi, comme tu voulais soit l'affection de ta mère ou bien de ton père, tu étais un enfant qui était tellement obéissant. En fait, être un enfant tellement obéissant, ça veut dire qu'être un enfant qui souffre en un point fini. Tu faisais des choses pour pouvoir recevoir l'amour de tes parents. C'est précisément ça que toi, tu faisais. Parce que aussi longtemps que tu ne faisais pas ces différentes choses, tu n'allais pas te sentir aimé. C'est ça qui prouve que tu as grandi avec des parents émotionnellement indisponibles. Et en d'autres termes, tu vas t'en rendre compte que tu étais obligé de faire des choses pour qu'on t'aime. Ça veut dire que tes parents t'ont appris à ce que tu dois mériter l'amour qu'ils devaient te donner. Ton père a fait pareil, peut-être aussi ta mère, ok, en fonction de ta situation. Tu devais mériter l'amour, du coup, tu étais obligé d'anticiper leurs faits et gestes pour leur ressembler, parce que lorsqu'un enfant fait tout pour ressembler à son parent, c'est tout simplement parce que l'enfant considère que tu es mon père, tu es ma mère, alors tu es mon modèle. Et je peux vous garantir une seule chose, hein. Aussi longtemps que le modèle d'un enfant n'est pas son parent, ça veut dire que le parent a raté beaucoup de choses. Ouais, ça veut dire que cet enfant-là, forcément, dans une grosse partie de sa vie, ne s'est pas senti émotionnellement soutenu par son papa ou bien par sa maman. Chaque enfant aimera avoir pour modèle son papa ou bien sa maman, en tout cas ses parents, si vous voulez. Donc, ça, c'est le dernier comportement qui prouve que tu es massivement impacté par la blessure de rejet. Mais, je vais te dire quelque chose que peut-être personne ne t'a jamais dit. La seule personne qui te rejette vraiment, c'est toi-même. Tu te rejettes à chaque fois que tu te fais petit, à chaque fois que tu n'oses pas demander, à chaque fois que tu te traites comme si tu n'avais aucune valeur. En d'autres termes, toi-même, tu te trahis. Et les autres ne font que refléter ta propre façon de voir les choses, ta propre façon de vivre et ta propre façon de te comporter. Ils ne font que regarder exactement comment est-ce que tu te traites et ils décident d'être des meilleurs élèves, d'être des perfectionnistes et de reproduire tout à la perfection.
de façon parfaite pour qu'il n'y ait rien à dire. Et lorsque les autres te traitent exactement comme toi, tu te traites, tu te dis, oh, c'est bizarre. Non, ce n'est pas bizarre. Maintenant, comment faire pour se débarrasser de tout ça? Je vais concrètement te donner un plan simple, OK? Qui va te permettre de facilement aller de l'avant. Déjà, la première étape consiste à faire quoi? La première étape consiste à prendre une feuille, OK? Tu prends une feuille et tu vas noter 10 moments. Tu vas noter 10 moments où tu t'es senti rejeté. Donc, tu notes 1, 2, 3, 4, 5. Tu notes jusqu'à 10 moments où tu t'es senti rejeté. Et après avoir noté ces 10 moments, qu'est-ce que tu vas faire? Lorsque tu as fini de noter ces 10 moments, ce que tu vas faire, c'est tu vas chercher les points communs entre ces 10 moments. Je me limite à 5, mais toi, tu dois aller jusqu'à 10. On va dire que ici, tu t'es par exemple senti rejeté. Lorsque tu étais dans un groupe de personnes, tu t'es senti rejeté. Ici, tu t'es senti rejeté parce que tu as demandé de l'aide. Tu n'as pas pu avoir de l'aide. Ici, par exemple, tu t'es senti rejeté lorsque tu as donné aux autres et les autres ne t'ont pas donné en retour. Peut-être ici, tu t'es senti rejeté lorsque tu as aidé quelqu'un et les autres ne t'ont pas dit merci. Du coup, ce que tu vas faire, c'est tu vas essayer de trouver le point commun. C'est capital. Tu vas trouver le point commun, OK, parmi ces différentes situations-ci. Est-ce qu'il y a des situations qui se ressemblent? Quels sont les points communs? Qu'est-ce qui revient le plus? Au travers de ces différents exemples-ci, ce qui revient le plus, en mon sens, c'est la reconnaissance. Pourquoi? Tu as aidé quelqu'un, la personne ne t'a pas dit merci. Tu t'es senti rejeté parce que la personne n'a pas été reconnaissante. Tu as demandé de l'aide, on ne t'a pas aidé alors que toi, tu passes le temps à aider. Du coup, tu te dis aussi que oh, les gens ne sont pas reconnaissants. Tu as donné, mais lorsque c'est toi, on ne te donne pas. Du coup, la reconnaissance, tu vois. Ce qui revient ici, c'est la reconnaissance. Tu veux que les gens reconnaissent que tu es importante, que tu as de la valeur, que tu sais faire quelque chose et que toi aussi, tu mérites de l'amour. Ça, c'est un point commun. Et c'est exactement la même chose que moi, je t'invite à faire. Lorsque tu répètes ce point commun, tu le fais avec 10 éléments, hein, pas uniquement avec 5 comme j'ai fait. C'est juste pour me limiter à une liste de choses bien précises. Lorsque tu fais ces 10 éléments, ça va te permettre en fait d'identifier le déclencheur. OK? Donc, on va dire que dans cette situation-ci, ce qui déclenche le rejet chez toi, c'est, en d'autres termes, le manque de reconnaissance. Les autres ne sont pas assez reconnaissants. Ça veut dire, en d'autres termes, toi, tu ne te sens pas, ça veut dire pas, OK? Tu ne te sens pas du tout importante. Parce que les autres ne sont pas reconnaissants, tu te dis, mais ce n'est pas normal. Je passe le temps à leur donner, mais eux, ils ne me donnent rien. OK. Du coup, lorsque tu as identifié le déclencheur, maintenant, on va passer à l'étape 2. Ça veut dire briser le comportement automatique. L'étape 2 consiste vraiment à casser la boucle, à procéder autrement. Par conséquent, pendant 7 jours, tu vas faire juste 3 actions, des petites actions. Ça veut dire quoi exactement? Du coup, avant de continuer, ici, je mets 3 actions. En quoi consistent ces différentes actions? La première action consiste, par exemple, à dire une phrase sans t'excuser. C'est la première des choses. C'est un exemple parmi autant d'autres. Mais je te conseille si tu es quelqu'un qui passe le temps à s'excuser énormément, commence juste à dire une phrase sans t'excuser. En mode, lorsque tu n'as rien fait de mal, tu ne t'excuses pas. Ça veut dire quoi? Au fond, une situation s'est passée et au fond de toi, tu sais que c'est la personne qui a tort.
En fait, comme tu évites les conflits, voilà, on va prendre cet exemple. Vu que tu es une personne qui passe le temps à éviter les conflits, tu vas t'excuser pour anticiper, pour ne pas te sentir mal. Du coup, ce que tu vas faire, c'est tu arrêtes. Non, tu ne le fais plus. Tu n'évites plus les conflits et lorsque tu as dit quelque chose et tu es convaincu que ce que tu as dit est OK, tu ne t'excuses pas. OK? La deuxième des choses à faire, c'est commence à envoyer un message aux gens sans demander euh, est-ce que je te dérange? Est-ce que je peux te rappeler après? Non. Il y a des personnes j'ai causé avec plusieurs personnes, principalement les personnes que j'appelle. En fait, je vais prendre un exemple précis. J'ai eu le coaching avec une dame. On a déjà causé 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois de suite. Mais à chaque fois qu'elle m'appelait, elle disait, en fait, elle a réservé sa séance. Hein. Non, elle a réservé sa séance et on a eu la séance. Mais lorsqu'elle décroche l'appel, la première des choses qu'elle dit, je vais prendre un exemple, un nom au hasard. Elle dit, oui, c'est Sophie, j'espère que je ne te dérange pas. C'est ton heure. Tu as payé pour cette séance. Tu as réservé pour cette heure. Ce créneau est réservé pour toi. Dans quel cas de figure tu vas déranger? Ce n'est pas possible. À chaque fois, elle me disait, j'espère que je ne te dérange pas. Il y a même aussi d'autres personnes avec qui j'avais déjà causé 2, 3, 4 fois. J'ai déjà enregistré le numéro. Elles savent que j'ai enregistré le numéro. Mais à chaque fois, elles appellent, elles disent, oui, allô, c'est Joël. En fait, elles se représentent à chaque fois. Et puis, un jour, ça a tiqué dans ma tête. Et je leur ai dit, mais est-ce que tu sais que tu as l'habitude de faire ça? Elle dit, ah bon? Elle dit que non, je ne savais pas. J'ai dit, ok, si, tu le fais assez souvent. À moi, tu ne déranges pas. Ce n'est pas possible que tu puisses déranger. Ton numéro est enregistré dans mon téléphone depuis des mois. Bizarrement, tu appelles. Parfois même, ça arrive que je cause avec une personne 2 à 3 fois dans une journée parce qu'il y a des personnes qui ont des coachings premium. Parfois, on peut causer 2 à 3 fois dépendamment de leur situation. Et la première fois, la personne se dit oui, allô, c'est Aminata. La deuxième fois, la personne dit encore oui, allô, c'est Aminata. J'espère que je ne dérange pas. La troisième fois, la personne dit pareil. Dans une même journée, ça pose problème. Il y a un problème quelque part. Allô? Donc, la deuxième astuce que j'ai pour toi, c'est durant ces 7 jours, envoie un message à quelqu'un sans demander si tu déranges. Si tu veux appeler une personne, appelle. Si la personne prend la peine de prendre son téléphone, de décrocher et de dire allô, ça veut dire que tu ne déranges pas. Et si la personne a dit allô et elle n'a pas dit je peux te rappeler plus tard s'il te plaît, ça veut dire que tu ne déranges pas. Ce sont tes suppositions. Donc, je dois à tout prix me reposer. Sinon, demain, j'ai tellement de rendez-vous. S'il y a des personnes qui s'y connaissent, par exemple, avec le montage vidéo, bien évidemment, vous pouvez me contacter. On va faire une sorte d'échange. Je te coach gratuitement et tu fais mes vidéos gratuitement. Parce que comme je suis en train de faire des vidéos pour le coaching de groupe là, il y a certaines vidéos que je dois préenregistrer. Là-dessus, j'ai besoin d'aide. Et si des gens s'y connaissent en ce qui concerne, peu importe les sites web, comment faire un site web, comment faire les publicités sur Facebook, s'il y a des gens qui s'y connaissent par rapport à ça, venez, on va faire un échange, ok? Ou bien si vous pensez que vous avez des compétences dans un domaine qui peut m'aider, j'ai besoin de vous. Ok, je t'aide à avancer, toi tu m'aides à faire quelque chose. Du coup, on est quitte. Ok, superbe. Oh, oh, j'ai trop crié. Merci à vous. Du sur ce, je vais vous souhaiter une agréable soirée.